Alors, on va démarrer tranquillement. Voilà, Jamal a réussi à nous rejoindre. On attendait juste que Jamal arrive à finaliser sa connexion. Merci à toutes et Bonjour. tous. Bonjour Jamal, sois le bienvenu. Eh bien, écoutez, du coup, je vous accueille avec plaisir aujourd'hui pour ce webinaire dédié à la cybersécurité et réglementation 2025. Avant d'entrer dans le vif du sujet pour voir justement quelles sont les priorités pour les entreprises sur ces sujets-là, je vous rappelle que vous avez un onglet chat. Donc voilà, vous êtes beaucoup à nous dire bonjour, merci. Voilà, n'hésitez pas, pardon, à l'utiliser. Ou juste à côté, vous avez l'onglet questions pour poser toutes vos questions pendant la présentation de Nicolas et Jamal. Et nous avons prévu un petit temps de questions-réponses pour la fin de ce webinaire. Alors, avant que nos intervenants de ce matin se présentent à vous rapidement, on va parcourir le sommaire. Merci. Hop, voilà, pardon. On va parcourir le sommaire. Donc, on va parler d'abord, on va clarifier les enjeux techniques et réglementaires clés de 2025, comprendre les impacts concrets de ces obligations, et puis former pour mieux se protéger, pour mieux protéger votre entreprise. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Nicolas, je crois que je te passe la parole. Tout à fait. Merci à toi, Aliette. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Nicolas Bienvenu de la société EduGroup. Je fais partie de la direction au niveau commercial. Donc, EduGroup se positionne comme une société d'ingénierie de formation. Nous sommes reconnus comme étant un organisme avec une forte expertise sur les domaines suivants, à savoir la partie, tout ce qui est cybersécurité. Donc, ça va toucher à la partie management de la sécurité, tout ce qui est gestion des risques, tout ce qui va être la partie sécurité offensive et défensive, technique cybersécurité. Donc, ça va être des volets, des sujets pour lesquels Jamal va aborder et nous allons échanger justement lors de ce webinaire. Tout ce qui va toucher également, comme deuxième thématique, la partie ITSM, méthodologie de projet, management de projet. La partie intelligence artificielle, également système et réseau, virtualisation et cloud, langage de programmation, sont des thématiques pour lesquelles EduGroup intervient et anime des formations, sans compter la partie Green IT, numérique responsable, soft skills et bureautique. Donc, à savoir, nous accompagnons les sociétés comme des TPE, PME, ETI, grands comptes et les sociétés du CAC 40 sur les montées de compétences de leurs collaborateurs. On les accompagne également sur les déploiements de leur plan de formation et on est amené aussi à pouvoir aider dans l'optimisation de recherche de solutions de financement adaptées, aussi en adéquation. Bon, ceci sera vu aussi également lors de ce webinaire. Donc, je vais laisser la parole à Jamal qui va se présenter et puis nous allons rentrer dans le vif du sujet. Merci à vous pour votre écoute. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour à vous tous. Donc, je me présente Jamal Saad, expert dans la partie GRC, donc de la cybersécurité, tout ce qui est gouvernance, tout ce qui est analyse de risque, audit de certification 27001, 27701, formateur pour quelques normes ISO, et puis j'accompagne les entreprises dans l'implémentation de quelques normes et dans leur conformité, notamment la conformité RGPD. Donc, aujourd'hui, je vais parler d'une manière assez stratégique. Donc, je veux partager avec vous mes réflexions. J'ai eu la chance d'avoir une formation à l'école militaire dans tout ce qui est intelligence économique, protection des entreprises. Et donc, je veux essayer de partager avec vous ma vision, avec des échanges, bien sûr, sur ces sujets. Les enjeux de la conformité réglementaire et les attentes de la partie prenante. Commençons par les enjeux de la conformité réglementaire. La première chose que je veux vous demander, c'est, surtout les dirigeants, je ne sais pas s'il y a des dirigeants ici, c'est de supprimer de leur tête que la conformité, ce sont des contraintes, ce sont des règles contraignantes, ce sont des fonctions contraignantes. C'est absolument pas ça. Nous devons dépasser ces idées. Moi, pendant mes interventions, par exemple, sur la conformité RGPD, j'ai eu des dirigeants qui m'ont dit, eh bien, écoute, monsieur Saad, nous, on prend le risque de ne pas être sur la conformité RGPD. C'est une très mauvaise décision. Maintenant, regardez comment j'ai défini l'objectif de la conformité. J'ai dit, la conformité, l'objectif fondamental de la conformité pour une entreprise est de garantir, et j'ai rassemblé toutes ces opérations, toutes ces activités, le comportement,
respecter systématiquement les lois, les réglementations, les normes sectorielles, les principes éthiques en vigueur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est une vision totale, intégrée que j'ai mis ici. Toutes ces opérations, je n'ai pas dit quand on y pense, j'ai dit non, tout le temps. C'est-à-dire, il ne faut pas la prendre comme une obligation. Si on la prend comme une obligation, on va la subir. Mais si on la prend comme un impératif stratégique, on va la choisir. Donc, on va choisir cet impératif stratégique qui est créateur de la croissance. Donc, la première idée ici, c'est que ce n'est pas des contraintes, c'est plutôt un impératif qui va nous apporter de la croissance. C'est un impératif stratégique et qui vise plusieurs domaines. La gestion des risques. Presque toutes les exigences réglementaires et aussi volontariat comme des normes impliquent une analyse de risque. On ne peut pas travailler comme ça dans l'entreprise en ignorant les menaces, en ignorant les risques qui nous entourent. Eh bien, si on fait ça, on risque de mourir. Parce qu'un incident grave qui va aboutir à un sinistre, il peut nous tuer, il peut arrêter notre création de la valeur, il peut arrêter notre activité. Donc, cette gestion de risque, elle est impérative. Instaurer et maintenir la confiance de nos clients. C'est eux qui achètent. Et en fait, lorsqu'ils achètent, ils ont confiance en nous. C'est eux qui nous confient leurs données. C'est eux qui nous confient leur intimité, si vous voulez. Les données à caractère personnel, c'est leur intimité. Donc, la confiance est importante de ces clients. La confiance de nos partenaires. La confiance de nos partenaires qui nous demandent à travers un contrat, une mission, et qu'on doit être fiable pour mener à bien cette mission. Et aussi les investisseurs qu'eux, ils vont nous aider pour développer notre business. Et puis, ça va impliquer aussi une croissance durable. Pourquoi une croissance durable? Parce que si on a une amende lourde, eh ben, ça va arrêter notre activité. D'ailleurs, pas seulement les amendes, il y a des réglementations qui peuvent faire injonction à notre activité. Donc, ils vont arrêter notre activité. Et puis, bien sûr, favoriser une conduite éthique et d'intégrité, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on oublie les lois, on a un savoir-être, on a un savoir-faire, c'est notre loi interne qu'on va l'appliquer et comme ça, on va plutôt avoir une confiance accrue et qu'on va avoir aussi des opérations qui créent de la croissance et on va avoir des talents qui nous font confiance et pas un turnover. Donc, en fait, un salarié, il cherche une entreprise dans laquelle il s'épanouit, une entreprise éthique, elle va l'attirer, elle va attirer les talents et elle va éviter que ces talents partent ailleurs. Donc, ça, c'est par rapport à toutes les implications de l'impératif stratégique qui est la conformité. Donc, ce n'est absolument pas un frein, ce n'est absolument pas contraignant, c'est une source de croissance. Bien évidemment, il y a la partie prenante et leur engagement ou leur exigence contractuelle. Faites attention. Pour la partie prenante, on doit être vraiment très attentif. La conformité, elle implique toutes les parties prenantes. Cette conformité qui peut ne pas être une réglementation, qui peut être juste des exigences contractuelles. C'est-à-dire quoi? Il est crucial de ne pas sous-estimer l'influence des parties prenantes et leurs attentes. D'ailleurs, moi-même, lorsque je m'implique dans une certification ISO 27001, que ce soit dans l'implémentation ou dans l'audit, souvent, c'est suite à une exigence contractuelle. Souvent, pas du volontariat. D'ailleurs, j'ai dit pas du volontariat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les exigences contractuelles et les exigences réglementaires, c'est eux qui font bouger les choses. Si on va laisser les choses au volontariat, on ne fera pas grand-chose. Donc souvent, lorsque j'ai procédé à une mission d'implémentation d'une norme ou à un audit, ce n'était pas du volontariat, c'était une exigence contractuelle. Donc, les parties prenantes sont qui? Avant tout, nos collaborateurs en interne. Il est crucial qu'un responsable commercial, par exemple comme Nicolas, que je travaille avec lui depuis maintenant 10 ans, qui promet quelque chose, qui peut le tenir, des choses que toujours on a travaillé dans cette éthique. Chez EduGroup, l'éthique passe avant tout. L'éthique, l'intégrité, c'est avant tout.
C'est un partenaire historique et ça fait plus que 10 ans que je bosse avec eux. Donc, l'éthique, la responsabilité de ce commercial, la décision de l'acheteur qui va choisir cette entreprise et pas cette entreprise, surtout pour ses pratiques responsables. Le technicien qui est vigilant parce qu'il va respecter un protocole de sécurité. Le manager qui est intègre, qui va signer des rapports en toute transparence. Toute cette partie prenante sont la colonne vertébrale et la conscience de notre entreprise et de nos services. Et bien sûr, il faut savoir qu'il y a les clients aussi. Les clients, comme je l'ai dit, les clients, ils vont nous fournir leurs données à caractère personnel, ils vont nous faire confiance et on doit absolument respecter cette confiance. Aussi, comme il l'a dit, le Green IT, l'engagement social et environnemental. Et c'est ça qui va apporter la confiance. Avec la confiance, on a la création de la valeur. Avec la création de la valeur, on a le progrès. Avec le progrès, on a une économie et tout va bien. Donc, la confiance, c'est la base. Et la confiance vient de toutes ces actions que je viens juste de citer. Le public et les ONG. Les publics et les ONG, je ne veux pas dire qu'ils nous font peur, mais ils sont, on doit être vigilant. On doit être vigilant. Ils sont les inspecteurs, si vous voulez. Et tout se passe vite. Tout se passe vite. En fait, je vais vous dire quelque chose qui est très simple. Nos actifs réputationnels, c'est quelque chose qu'on peut le perdre de jour au lendemain. Donc, on doit faire très, très, très attention à cet actif réputationnel qui peut s'évaporer de jour au lendemain. C'est un actif qui n'est pas stable et c'est un actif qui compte énormément dans un monde digitalisé rempli de risques qui impliquent des incidents et des incidents graves. Et des incidents, si je regarde Ashley Madison en 2015, je vous invite à regarder cet incident grave d'Ashley Madison qui a impliqué des suicides, qui a impliqué des divorces, qui a impliqué énormément de dégâts. Vous voyez? Donc, vraiment, on doit faire très attention à ce gendarme que le public et les ONG. Donc, voilà sur la conformité. Donc, pour synthétiser sur la conformité, c'est un vecteur de croissance. Il faut que cette conformité soit alignée avec la cybersécurité sur laquelle je veux parler par la suite. Et il faut que toutes les parties prenantes soient satisfaites et surtout la confiance totale de toutes les parties prenantes. Les constats majeurs en 2025. Bien évidemment, avant tout, les data. On baigne dans le data. On baigne dans le data. On baigne dans le data. À chaque fois qu'on envoie un email, on met un capteur ou quoi que ce soit, on génère des data. Les data, c'est quelque chose de très beau. C'est le carburant de nos systèmes d'information. Mais le problème, c'est quoi? Le problème de data, c'est que autant que c'est précieux, autant que nous devons les protéger encore plus. Donc, bien sûr, la sensibilité de ces données et la protection de ces données devient des enjeux stratégiques aussi, des enjeux énormes. Ajoutons à cela le bouleversement ou le grand bouleversement avec l'intelligence artificielle. Qui dit intelligence artificielle? Moi, l'intelligence artificielle me fait peur. Moi, autant qu'un consultant en cybersécurité qui intervient dans des réponses sur incidents, me fait très peur. Imaginez, l'attaquant maintenant peut automatiser des milliers d'attaques en phishing en quelques secondes. Imaginez qu'il peut créer des deepfakes que même les grands experts, qu'elles soient des audios ou des vidéos, même les grands experts, ils ne peuvent pas les élucider. Ça passe. Il y a eu une entreprise japonaise, il y a 7-8 mois, où il y a le comptable ou une personne de cette entreprise qui était la seule personne vraie. Il a passé une réunion, toute la réunion de tous les participants, il était créé en intelligence artificielle. Ça aboutit à la fin, c'est l'arnaque au président, hein, c'est du social engineering. Ça a abouti à un virement de 19 millions de dollars. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une surface d'attaque qui n'est plus seulement numérique. Elle est devenue humaine. Elle touche l'homme. Ce n'est pas seulement virtuel. Elle est cognitive. Et ça implique bien sûr un cadrage très rapide et une réglementation très rapide sur l'IA, chose qui a été faite. Bien évidemment, on a un constat d'évolution accrue des cybermenaces. En fait, les cybermenaces, moi, depuis l'année 2000, je les suis. Je suis les cybermenaces. On avait des script kids, on avait des mafieux, on avait la pas de guerre, on avait les APT, on avait la guerre de l'information avec les États, les sources de risque étaient étatiques.
Et on avait aussi le cyberterroriste qui veut tuer, mais ça a été une croissance linéaire, ce n'était pas exponentiel comme maintenant. L'intelligence artificielle a ajouté une asymétrie entre l'attaquant et entre le défenseur. D'ailleurs, maintenant, toutes les méthodes d'analyse de risque prennent ces deux visions, notamment la méthode des BioCRM. Prend ces deux visions parce que l'attaquant, il a une asymétrie. L'attaquant, il peut créer des malwares qui peuvent s'automodifier tout seul, des ransomware qui peuvent se propager tout seul. Donc, cet attaquant a un avantage par rapport à nous. Lui, s'il réussit une seule fois, il peut nous mettre KO. Nous devons réussir tous les fois pour se défendre. On a plusieurs attaques sur nous qu'on doit réussir tout le temps. Et lui, en une seule attaque, il peut nous mettre KO. J'insiste sur Ashley Madison, pour ceux qui ne connaissent pas, ils peuvent aller voir sur Netflix un documentaire sur cette affaire. Entre autres, hein, les affaires sont nombreuses, mais ça, c'est une affaire qui est un cas d'école. Donc, cette évolution des cybermenaces aussi, elle fait en sorte que nous devons se munir de plus en plus et nous devons être de plus en plus vigilants, sécurisés. Les compétences s'impliquent et se forment. Les compétences ne s'improvisent pas. Cela dit, on va voir les obligations et l'impact concret de ces obligations sur les métiers IT et sur toute implication dans nos comportements et dans notre savoir-être et dans les mesures que nous devons mettre. Et avant tout, elle doit être basée sur l'homme. Une entreprise qui va faire de la sécurité, elle se base sur l'homme, elle se base sur les compétences de l'homme, c'est les ressources humaines. Lorsqu'on voit la vague de régulation digitale, eh ben, on voit que depuis le RGPD, ça s'est accru, ça s'est accéléré. Le RGPD, ça date maintenant de 2018. Eh ben, le RGPD, si on va regarder l'harmonie entre la conformité et la réglementation comme le RGPD et la cybersécurité, on la voit tout de suite. Le RGPD, qu'est-ce qu'il a fait? Il protège les données à caractère personnel des résidents européens et l'extraterritorial. Le consentement explicite, ça implique énormément du travail. La désignation d'un DPO, ça implique une compétence en plus. Les notifications obligatoires des violations de données sous 72 heures, ça implique aussi des compétences en plus sur la gestion des incidents. Le principe d'accountability, ça implique énormément de travail qui sont basés sur les ressources humaines et leurs compétences. Ça, si je regarde juste le RGPD, il y a DORA qui vient, il y a DORA aussi qui est plus basé sur les banques, sur les assurances, sur les fintechs, quelques prestataires IT. Le socle, c'est la gestion des risques IT, les gestions des risques numériques, obligation d'identifier et de gérer les risques, test de résilience numérique obligatoire, scénario de crise avec des simulations obligatoires, surveillance des fournisseurs obligatoire et tout ce qui est tiers critique, cloud, services IT, etc. Et bien évidemment, signalement obligatoire des incidents majeurs. Cela ne se fait pas tout seul. Mais ça, c'est un impératif qui est stratégique, qui va me permettre d'avoir, dans un monde où la concurrence est devenue énorme, ça me permet de me distinguer par rapport, excusez-moi de terme, des entreprises qui sont des charlots qui se prétendent faire de la sécurité. Donc, heureusement qu'on a ces exigences pour qu'on sait qui fait et sait faire et qui s'introduit d'une manière qui n'est pas si éthique que ça. Si on regarde NIS 2, il a une spécificité. La spécificité de NIS 2, c'est qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Lorsqu'on a mis en place le RGPD, il a eu des failles. Il a eu des failles, notamment dans son champ d'application. Son champ d'application ne distinguait pas les entreprises, quelle entreprise a la telle taille, quelle entreprise elle fait quoi, etc. NIS 2, il distingue ça. RGPD, c'était, on peut dire, le plus grand pas vers l'avant dans les réglementations. Donc, on a appris avec le RGPD et NIS 2, il a rectifié le tir. Donc, NIS 2, suite en NIS 1, il a quand même fait des obligations renforcées, mais par des types des entreprises
est bien spécifique. Il a quelques secteurs, secteur d'énergie, secteur critique, entre autres. Et puis, bien sûr, on a beaucoup d'autres réglementations, je n'ai pas le temps d'en parler. Il y a le Cyber Resilience Act sur tous les objets connectés, l'exigence de sécurité dès la conception. Une exigence de sécurité dès la conception implique une analyse de risque. Responsabilité des fabricants. Et il y a aussi, je ne peux pas trop en parler sur ça, je n'ai pas le temps. Et bien sûr, il était transposé il y a très peu de temps, Johan. Et puis l'IA Act. L'IA Act aussi, la base, c'est l'approche par les risques de l'IA Act. L'IA à haut risque, il faut regarder les obligations de conformité, il faut un registre public pour certains systèmes d'intelligence artificielle à haut risque, il faut tester, il faut auditer, etc., etc. Toute cette vague de régulation implique aussi des impacts. Fin de l'improvisation en cybersécurité. On n'improvise plus. On n'a pas improvisé dans la cybersécurité. On va faire de la cybersécurité un nouveau pilier de gouvernance. Okay? Donc, on n'est plus sur des règles à la légère, on est sur une gouvernance totale. Donc, avec toutes ces réglementations, cela fait monter en puissance des métiers de conformité. Le DPO, ça ne s'improvise pas. Le DPO, c'est la compétence qui va veiller au respect de nos engagements éthiques et légaux. Ça ne s'improvise pas, il y a des formations spécifiques. Le risk manager, ça ne s'improvise pas, il va cartographier nos risques, nos vulnérabilités. Le RSSI ou le CISO, ça ne s'improvise pas, il va bâtir nos lignes de défense. Ce sont des professionnels qui vont devenir avec des missions plutôt stratégiques que seulement niveau tactique ou opérationnel. Et aussi, il y a la responsabilisation des dirigeants. La responsabilisation des dirigeants, si on regarde NIS 2, on regarde que dans quelques cas, il y a des poursuites pénales. C'est-à-dire, tout cela va nous permettre de dire, écoutez, bâtir une confiance solide, il faut anticiper les risques et il faut vraiment avoir les ressources humaines qui vont travailler dans tous ces domaines, la main dans la main, pour qu'on aura en même temps la conformité et en même temps la cybersécurité qui vont ensemble vers la création de la valeur. Bien sûr, une approche unifiée en Europe, on ne va plus se balader avec 27 réglementations différentes. Les règles de jeu sont les mêmes pour tous. Allez, go, unifier cela et montrer une innovation, aller vers l'innovation. Aussi, il y a un aspect de souveraineté. Il y a un aspect de souveraineté. La confiance et la souveraineté et la conformité vont ensemble. Okay? Donc, l'avantage concurrentiel qu'on peut avoir maintenant dans les produits et dans la stratégie marketing n'a plus vraiment un grand poids. Là, ce qui nous intéresse le plus, c'est la confiance. Pourquoi la confiance? Écoutez, nous tous, lorsqu'on va aller chercher quelque chose maintenant sur le net, on va acheter ou on reçoit un email ou on va sur un site, on est très vigilant. On n'a pas tout le temps confiance. On devient même, on va vers l'obsession. La confiance, c'est avant tout. Une entreprise qui inspire confiance, c'est une entreprise qui crée de la valeur. La confiance de nos clients qui savent que leurs données sont en sécurité. Donc, c'est un changement dans la culture. La confiance aussi de nos partenaires qui voient en nous des interlocuteurs qui sont fiables, qu'on va bien mener la mission. La confiance des investisseurs qui reconnaissent une entreprise et qui est bien gouvernée, etc. Ce changement de culture est important. Ce terrain de jeu unifié qui impose un changement de culture est très important. Okay? Donc, si vous voulez, nous vivons dans une évolution économique, la confiance comme avantage compétitif, dans une évolution géopolitique, l'émergence d'un modèle européen unifié qui est en train de se faire et il va se faire encore plus, et culturel, la sécurité qui est érigée en valeur fondamentale. Et donc, si je veux regarder juste quelques réglementations, ça va impliquer des compétences. DORA, ça implique des compétences dans les systèmes de management de la continuité d'activité et la gestion des crises. Le RGPD, ça implique des compétences dans l'ISO 27701, le PIMS, le Privacy Information Management System. NIS 2, un point de départ de NIS 2 et l'ISO 27001. Faites attention, on ne va pas dire on est ISO 27001, on est NIS 2. Absolument pas, c'est un point de départ.
déjà un SMSI, un système de management de sécurité de l'information, pas mal du tout, mais ça ne suffit pas. L'intelligence artificielle, un système de management de l'intelligence artificielle, la 42.001. Tout cela, le socle de toutes ces réglementations et de toutes ces compétences qu'on va amener à aller évoluer dans ces compétences, c'est le risk management. C'est-à-dire l'alphabet de toute compétence d'un consultant en cybersécurité, c'est d'avoir des compétences en gestion de risque. Gestion de risque, ben, je laisse après mon collègue Nicolas parler sur toutes les formations que nous proposons avec eux du groupe. Merci beaucoup, c'était un peu rapide, je ne peux pas trop m'étaler. Je te laisse la main, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps, Nicolas. Merci à toi, Jamal. Non, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir t'écouter justement par rapport à tes compétences sur le sujet de la partie cybersécurité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Maintenant, il faut aussi les mettre en pratique. Donc, alors, un rappel, comme Aliette l'avait dit au tout début, vous pouvez saisir vos questions sur l'onglet chat et on y répondra avec Jamal à la fin, avec grand plaisir. Donc là, nous allons aborder le deuxième volet qui est plutôt former pour mieux protéger votre entreprise, ce qui m'amène à vous poser quelques questions et justement, où en est votre entreprise en matière de cybersécurité? Où en êtes-vous sur les montées de compétences aussi de vos collaborateurs sur ces sujets-là? Est-ce que vous avez réalisé une évaluation des risques sur ces 12 derniers mois? Disposez-vous d'un plan de réponse aux incidents, par exemple? L'avez-vous déjà testé? Quels freins rencontrez-vous pour lancer justement ou renforcer des actions de formation? Toutes ces questions qui se posent, il faut trouver des solutions. Et pour pouvoir trouver des solutions, ça va être des consultants, ça va être des organismes de formation qui vont pouvoir vous accompagner sur ces sujets. Donc, ce qui m'amène à pourquoi se former et qui peut vous accompagner? Aujourd'hui, nous avançons dans un monde où la technologie avance et évolue de plus en plus vite avec ses avantages et ses contraintes. Donc, les sociétés s'adaptent en fonction de cette évolution. Mais pour s'adapter, il faut bien évidemment que vous formiez vos collaborateurs. Et pour ceci, il ne faut pas voir ça plutôt comme une charge, mais plutôt comme un investissement stratégique. Donc, vous allez avoir différents points. La partie montée de compétences. Montée de compétences, c'est quoi? C'est tout ce qui va être l'acquisition de nouveaux savoirs. La partie la maîtrise et l'adaptation à des environnements qui sont en constante évolution. On va avoir booster la performance, il le faut, parce que ça va permettre d'avoir une équipe qui va être formée, qui va être plus autonome, plus agile et qui va pouvoir justement parer aux différentes éventualités, difficultés qui vont arriver sur la partie cyber. La partie fidéliser les talents, Jamal justement en évoquait, il y a beaucoup de turnover et ça je pense que les RH, les responsables formation ne diront pas le contraire, on a du mal à recruter et une fois qu'on a recruté, il faut pouvoir fidéliser ces talents et pour pouvoir les fidéliser, il faut qu'ils se sentent bien au sein de l'entreprise. Pour cela, il faut les faire monter en compétences et cet aspect formation est une brique qui est quand même indispensable et nécessaire par rapport à cela. Anticiper les mutations métiers, c'est vrai que c'est une problématique qui n'est pas des moindres. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, et encore une fois, Jamal le disait, c'est qu'on commence tous à avoir peur parce qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière. Il y a plusieurs problématiques justement liées à la cybersécurité qui naissent. Et pour cela, les métiers, ils évoluent. Donc, il faut pouvoir anticiper ces aspects-là. Favoriser la mobilité professionnelle interne. Là, on est plus sur l'employabilité. Donc, c'est participer à construire des parcours dynamiques, ce qui va permettre de pouvoir que vos collaborateurs puissent continuer à monter en compétences et soient force de proposition au niveau de votre entreprise. Mais à tout ceci qui peut vous accompagner, les entreprises sont rattachées à des OPCO. Donc, vous avez vos OPCO, selon l'OPCO auquel vous allez être attaché. Vous pouvez solliciter votre conseiller qui peut vous orienter. Donc là, on en a cité quelques-uns, à savoir Atlas, OPCO Mobilité, OPCO 2i, AFDAS, Acto, et bien d'autres, Constructis et bien d'autres encore. Vous avez aussi la partie RH et responsables formation qui sont aussi qui prêchent aussi la bonne parole et qui ont aussi des éléments d'information non négligeables. Et l'organisme de formation qui va aussi vous accompagner. Donc, et du groupe, comme je vous le disais dès le départ, on a une expertise qui est reconnue sur la partie cybersécurité. Ça fait aujourd'hui depuis plus de 35 ans qu'on existe. On a formé plus de 11 000 stagiaires l'année dernière sur plusieurs thématiques que je vous avais évoquées, la cyber, la partie ETSM, méthodologie de projet, tout ce qui est IA, virtualisation et cloud, green IT et numérique responsable, et j'en passe. Aujourd'hui, nous comptons plus de 500 consultants formateurs, mais qui ont avant tout une expertise terrain.
et j'insiste bien sur le terme expertise terrain. Vous avez Jamal qui est l'un de nos référents justement sur la partie cybersécurité. C'est eux qui vont justement prêcher la bonne parole et qui vont travailler justement en étroite collaboration avec les partenaires que nous allons avoir, les accréditeurs comme PECB, LSTI. Donc, aujourd'hui, nous comptons plus de 800 formations dans notre catalogue, qui sont diverses et variées. Et ce qui fait aussi notre force et que les clients aussi nous suivent, c'est que nous constatons qu'à chaque fin de formation, nous faisons saisir des questionnaires d'évaluation. Et à ces questionnaires d'évaluation, nous avons une note de 9 sur 10, ce qui montre que c'est un gage de qualité. Qu'est-ce qu'un stagiaire ou un apprenant vient chercher quand il vient sur une entreprise? Il y a certes la partie théorique, mais la partie pratique, ce qui est un atout non négligeable qui est considéré et qui remonte à chaque fois quand les formations sont animées chez EduGroup. Des points essentiels qui font la force d'EduGroup aujourd'hui, la partie valeur humaine, parce que vous allez avoir un seul interlocuteur, mais qui a avant tout le rôle de conseil. On a une éthique, on n'est pas là juste pour vendre des formations, mais on a plutôt un rôle de conseil, de pouvoir vous accompagner sur le long terme. Une approche partenariale, parce que je considère qu'un client, on est plutôt ou en modèle win-win, où on est là pour écouter et accompagner le client et non pas se dire qu'on fait juste de la vente. Le rôle du conseil, ce que je vous ai évoqué, la partie ingénierie pédagogique, parce que quand on est sur des notions d'intra-entreprise, on a besoin de customiser la formation afin de pouvoir accompagner les collaborateurs de mener à bien leurs missions qu'ils vont avoir en interne. Une expertise qui est reconnue. Pourquoi une expertise reconnue? Nous avons des accréditeurs avec qui nous travaillons aujourd'hui qui nous font confiance, comme je vous le citais, PECB et LSTI. Un gain de temps parce que vous allez avoir une société qui va vous accompagner et qui a ce rôle de conseil et une présence à l'échelle nationale où nous pouvons intervenir justement sur différentes villes, que ce soit en France ou à l'international. Ce qui m'amène à la partie agrément, ce qui est quand même un sujet qui est quand même non négligeable, parce que quand vous envoyez vos collaborateurs en formation, en général, la plupart du temps, il est recherché la partie certification. Donc, nous sommes accrédités par différents éditeurs, à savoir la partie Microsoft, tout ce qui va être PeopleCert, donc ça, c'est tout ce qui va être attaché à ITIL, Prince2, DevOps. Ce qui est le plus important, c'est la partie PECB, en tant que tel, qui est justement l'accréditeur sur la partie cybersécurité. Vous avez également la partie LSTI. PMI, qui est plutôt orienté sur tout ce qui va être la partie PMP et CAPM. Vous allez avoir la partie Autodesk, AWS pour Amazon, VMware, Cisco, Citrix, SAP et Trailblazer, qui est plutôt la partie Salesforce. Alors, nous avons à cœur des labels qui sont aujourd'hui, on parlait de la partie Green IT numérique responsable, qui devient un sujet incontournable. Donc, nous avons souscrit, nous sommes adhérents sur la partie INR, Women for Cyber. Nous sommes membres du club IBIOS également sur la partie cybersécurité et adhérents de la partie Clusif. Et nous avons un autre label qui est la partie Provigis. Alors, un élément qui est quand même non négligeable quand même à noter, qui est la partie Calliope. Quand on demande des financements, l'organisme de formation doit être Calliope avant tout. Donc, ce qui m'amène à la partie des formations, parce que Jamal a évoqué en effet ce qui se passe aujourd'hui sur la partie cybersécurité, mais comment allez-vous pouvoir accompagner vos collaborateurs? Quelles sont les formations qui sont notamment indispensables et nécessaires pour que vos collaborateurs puissent avancer dans de bonnes conditions et puissent mettre en place ce qu'il faut au sein de votre entreprise? Alors, vous allez avoir des formations qui ressortent, qui sont la NIS 2, DORA, dont Jamal a évoqué, qui sont les formations certifiantes et rattachées à la partie PECB. Nous avons le titre Titanium, qui est le titre le plus élevé au niveau de chez PECB. Vous allez avoir tout ce qui est les formations ISO 42001, donc sur tout ce qui va être la partie lead implémenteur, lead auditor. Alors, à savoir que c'est la partie 42001, c'est orienté sur la partie intelligence artificielle. Donc, Jamal l'évoquait, c'est la SMIA, donc ce qui veut dire System Management Intelligence Artificielle. Tout ce qui touche à la partie ISO 27001, là, on est plutôt sur du SMSI, donc System Management, système des informations, sur tout ce qui va être l'implémentation et l'audit. La partie ISO 22301, là, on va plutôt être sur le SMSA, donc System Management de la continuité d'activité. Donc, pareil, sur l'implémentation et de l'audit. La partie ISO 27005, Risk Manager et IBIOS, là, on est plutôt sur tout ce qui est gestion des risques. Et la dernière formation qui va être la ISO 22361, la Lead Crisis Manager, mais qui est plutôt sur la gestion de crise. Donc, à noter que toutes ces formations sont certifiantes, encore une fois. Donc, elles sont autant animées
en inter-entreprise qu'en intra. Donc, inter, pour rappel, c'est tout ce qui est date déjà planifiée au planning. Et intra-entreprise, c'est quand on veut le faire en interne avec un groupe de personnes. Donc, 3 modes de formation possibles, à savoir la partie présentielle, à distance et le mode hybride qui est le mixte entre les deux. Mais bon, tout ceci est bien beau, mais comment pouvoir les financer? Donc, il existe aujourd'hui différents financements possibles. Donc, à savoir le plan de développement des compétences qui correspond à quoi? C'est une société, une entreprise va définir en tout début d'année ou en cours d'année un budget de plan de formation qui lui est dédié et qui peut être utilisé. Ça, c'est le premier moyen de financement. Vous allez avoir le FSE+, mais qui va être rattaché à différents OPCO. Donc, c'est le Fonds social européen. Donc là, je vous invite plutôt à vous rapprocher auprès de votre OPCO. Vous allez avoir aussi des prises en charge, des montants de prise en charge qui peuvent être utilisés sur la partie OPCO. Donc également, vous rapprocher auprès de votre conseiller OPCO qui pourra vous orienter sur ce sujet-là et le montant qui est associé. Vous avez un autre moyen de financement sur la partie cybersécurité en fonction des actions collectives, donc à savoir ceux pour lesquels nous avons été retenus la partie Atlas et la partie OPCO Mobilité. Sur les slides d'après, je vous montrerai les thématiques, je vous indiquerai les thématiques ou pour lesquelles nous avons été retenus sur ces formations. Et également, la possibilité de pouvoir le financer via vos propres fonds personnels. Donc, dans la continuité, je vous parlais des actions collectives. Vous allez avoir notamment sur la partie actions collectives, mais pour l'OPCO Atlas, les formations suivantes qui ont été retenues. Donc, tout ce qui est parcours introductif à la cybersécurité, le parcours métier à l'analyste SOC, tout ce qui va être formation ISO 27001, donc la lead auditor, la lead implémenteur, donc d'une durée de 5 jours, donc bien évidemment avec l'examen qui est inclus, la partie ISO 27005, risque manager, donc gestion des risques, là, avec l'examen également inclus, et la partie IBIOS. Donc ça, ce sont les 6 formations actuelles. Nous avons été retenus sur 2 nouvelles formations qui sont la partie parcours certifiant piloté et animer la sécurité informatique. Et la deuxième formation qui est parcours certifiant détecter et traiter des incidents de sécurité informatique. Alors, je ne pourrai pas le développer lors de ce webinaire, mais par contre, nous pourrons échanger, si vous le souhaitez, justement sur ces sujets-là. C'est des formations qui sont actuellement, qui ont été mises déjà au catalogue Atlas et qui sont disponibles dès à présent. Donc, vous pouvez, si vous n'avez pas encore utilisé vos actions collectives sur le sujet, pouvoir nous contacter sur ce sujet afin qu'on puisse vous accompagner et pouvoir vous faire monter en compétences sur cette partie. Un deuxième OPCO qui est l'OPCO Mobilité, également sur la partie cybersécurité. Les formations qui ont été retenues donc, sont devenez un maillon fort de la sécurité de votre entreprise, comprendre le phishing et l'ingénierie sociale, le télétravail ou nomadisme, tout ce qui est RGPD, la partie ce qu'on appelle Certified Data Protection Officer, donc la partie DPO, et pour en terminer, la partie décideur, intégrer la cybersécurité à votre stratégie. Donc, je termine sur cette slide-là en vous remerciant pour votre écoute. Et je le rappelle encore une fois, vous pouvez poser toutes vos questions sur la partie chat. Nous allons y répondre avec grand plaisir. Alors, on a essayé d'aller assez vite avec Jamal parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On ne peut pas tout dire lors d'un webinaire, sinon ça prendrait, je pense, une journée, voire plus. C'est vrai qu'on est passionné par ce que l'on fait. Je vous invite, n'hésitez pas à nous poser les questions que vous souhaitez. Nous pourrons reprendre contact également ultérieurement si vous souhaitez parce que nous allons vous transmettre nos coordonnées. Aliette vous communiquera justement le support de cours aussi en adéquation et ça avec grand plaisir. Donc, je laisse la main à Aliette qui va procéder au dépouillement par rapport aux questions pour qu'on puisse y répondre. Merci Nicolas et merci Jamal pour votre présentation toujours fort intéressante. On apprend toujours plein de choses. Enfin, moi en tout cas, j'en apprends toujours. J'espère pas être la seule. Alors, on a effectivement eu deux questions pendant la présentation. Donc, on a JD qui demande, je lis la question et voilà, je pense que c'est plus pour toi, Jamal, du coup. Dans le risque management, comment appliquer risque tolérance, appétit et réponse face aux entreprises sans PSSI-PRA? Quels risques légaux opérationnels en cas d'absence? Comment les intégrer dans une approche 6SA+, exemple concret, méthodologie? Je n'ai pas bien compris la question. Maintenant, la tolérance, je n'ai pas compris la question. Si on peut lui donner la parole, il va s'exprimer mieux, je pense.
Alors, je vais voir si on peut. Et sinon, en attendant, on a Éric Prunier qui demande si on a une formation certifiante ou non sur l'ISO 22361 concernant le crisis management. Ça, Nicolas, c'est plus pour toi. Tout à fait. Nous avons bien cette formation justement sur la lead crisis management. Donc, c'était ce que j'avais évoqué. Elle dure 5 jours. Donc, nous l'animons en effet. Nous allons avoir une session là qui est planifiée sur cette fin d'année. Donc, je ne manquerai pas de vous le communiquer. Donc, si vous pouvez m'indiquer justement votre adresse mail, comme ça, on vous transmettra, on vous communiquera les éléments d'information. Ok, et alors, hop, je vais voir. JD, je vais vous inviter à monter sur scène, ce qui vous permettra de poser votre question oralement, si vous en êtes d'accord. Hop. Et concernant Eric, oui, on a son adresse mail normalement, Nicolas. Donc, de toute façon, on pourra effectivement envoyer toutes les informations qui vont bien. Alors, hop. Alors, soit c'est un petit peu long pour la connexion de JD. Sinon, JD, si vous voulez préciser votre question dans l'onglet questions, dans le chat, dites-nous. Et puis... J'ai une idée de ce qu'il a posé comme question, mais je ne veux pas répondre à côté. Donc, je préfère qu'il reformule sa question. D'accord, pas de souci. Merci à Nicolas qui nous quitte. Merci à vous, Nicolas, et bonne journée à vous aussi. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vois que ça... Hop, des personnes sont en train d'écrire. Donc, on va prendre juste le temps que chacun puisse écrire, soit poser sa question, soit nous dire ce qu'il en est. N'hésitez pas, hein, c'est l'occasion, autant sur la partie de Jamal que sur ma partie. Bien, pour l'instant, ce sont juste des remerciements, pas de questions. JD, je ne sais pas si vous voulez... alors, attendez, si je vois dans questions. Alors, donc JD précise en disant, en risque management, comment évaluer et appliquer les concepts de risque tolérance? Niveau de risque acceptable, risque appétit, niveau de risque assumé pour atteindre des objectifs et risque response, stratégie de traitement des risques dans des entreprises sans PSSI ni PRA-PCA. Est-ce que c'est plus clair, Jamal? Je n'ai pas vu la question, bon, je vais répondre par rapport à ce qu'il a dit. Elle est dans l'onglet questions. Je la copie dans le chat si tu préfères. S'il te plaît, tu le vois. Pas de souci, regarde. Hop, voilà. Normalement, ça y est, je viens de la copier, tu dois la voir. Attends 2 secondes, je vais voir. En risk management, comment évaluer? En risk management, comment évaluer et appliquer les concepts de tolérance au risque, niveau de risque acceptable, niveau de risque assumé pour atteindre des objectifs? Écoute, ça c'est à l'appréciation de la direction, le seuil d'acceptabilité de risque en fonction de type de risque et en fonction de la mission de l'entreprise, c'est la direction qui s'en occupe. Il n'y a pas une règle. Il y a des directions qui ont une grande appétence au risque, donc ils veulent prendre des risques avec un seuil d'acceptabilité de risque haute, donc pour qu'ils auront une opportunité, et il y en a qui sont moins. Le seuil d'acceptabilité de risque, ce n'est pas le risk manager qui s'en occupe, c'est la direction ou les divers RTO qui s'en occupent en fonction du contexte et de la mission de l'entreprise. Maintenant, une entreprise qui a une politique de sécurité, c'est une bonne chose. Une politique qui n'a pas une politique de sécurité, justement, une des livrables d'une analyse de risque, c'est de développer une politique de sécurité de système d'information. Une des livrables de l'analyse de risque, c'est de développer un plan de continuité d'activité. C'est-à-dire, oui, la politique de sécurité de système d'information doit exister, la politique ou le plan de continuité d'activité doit exister, mais cela suite à une analyse de risque avec les divers scénarios de risque. Donc, pour résumer, le seuil d'acceptabilité de risque, le risk manager, il n'y a rien à faire ici. Elle est imposée sur le risk manager par la direction ou les divers propriétaires de risque. Et aussi, la tolérance au risque dépend de chaque entreprise si elle veut aller vers des opportunités ou pas.
Je ne sais pas si c'était ça ta question, mais c'est ça la philosophie que je peux dire par rapport à ce que j'ai compris de ta question. Une des méthodologies d'analyse de risque, bien sûr, est BioCRM pour les risques numériques, pour les cyberattaques. Il y a d'autres, il y a Octave, il y a Méhari, il y en a EDR, il y a pas mal d'autres méthodologies. En France, la méthode qui est plutôt imposée sur l'administration française, entre autres, c'est EBIOCRM, une méthodologie qui est simple, pragmatique et qui est reproductible. Donc, elle donne des résultats cohérents et valides par rapport à la subjectivité et qui peut être utilisée pour homologuer un système, pour monter un PCA, pour monter une PSSI, pour une certification ISO 27001 ou autre. Ok, merci Jamal. Bah, écoutez, JD, j'espère qu'on a répondu à votre question, Yad Jamal. On est arrivé au bout de nos 45 minutes. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est encore en train de taper Hassan, donc on va lui laisser le temps si jamais c'était une question. Non, merci pour cette présentation. Visiblement pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va laisser chacun retourner à ses occupations, qu'elles soient en cybersécurité ou autres. Merci à tous, en tout cas et toutes, pour votre participation. Merci à Jamal et Nicolas pour votre disponibilité et votre présentation. Et puis, on vous envoie, donc comme je l'avais précisé dans le chat, effectivement, on va vous envoyer le replay, je pense en début de semaine prochaine, hein, le temps pour nous de faire un petit montage et de vérifier que tout est OK. Et puis, on sera ravis de vous retrouver pour d'autres sujets, d'autres aventures, ou de vous accueillir en formation, bien évidemment, avec Jamal ou l'un de ses collaborateurs, formateurs, consultants formateurs, parce qu'effectivement, on attache beaucoup d'importance à notre partie consultants formateurs, parce que ce sont tous des experts métiers terrain. Très bonne journée à tout le monde et puis je mets fin à l'événement. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Bye. Au revoir. Bye.